Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info, c'est un plaisir de vous retrouver. La Mouka Fayulu relance son plan de sortie des crises, la prospérité. On parle Afro-Lipopo, Tshisekedi, de l'apprentissage à l'action, discours sur l'état de la nation. Africa News, Fachi, le premier pas rassurant. Mesdames et messieurs, la question, le sujet aujourd'hui, c'est les questions fondamentales au président. Nous devons créer un pays, un État, on va créer un État où la redevabilité est la seule fonction existentielle dans un pays. Où la redevabilité est le cordon ombilical de la respiration d'une démocratie. Il faudrait que ceux qui gèrent le pays comprennent qu'à tout moment, les gens peuvent toujours se poser des questions. Et d'ailleurs, un peuple mouton engendre un gouvernement des agresseurs, de loups, le disait George Orwell. Je suis convaincu aujourd'hui que dans un pays, comme le disait Machiavel dans son livre Prince, les gens viennent voir le prince avec ce qu'ils ont. Il y a, c'est lui qui avance, il dit, il y a ceux qui amènent au roi tout ce qu'ils ont. Ça veut dire les présents, l'argent, l'or, ainsi de suite. D'autres amènent au prince les génuflexions, les prières, le soutien moral et tout. Mais il y a d'autres aussi qui apportent au prince des stratégies. Mais lui, Machiavel, avait amené au prince un livre. Moi, j'amène au président des réflexions. Je n'ai pas d'argent pour lui donner. Il a prouvé qu'il n'a pas vraiment besoin d'argent. Je n'ai pas d'énergie pour le flatter. Il n'en a pas besoin. Je n'ai pas besoin de le chanter du jour au lendemain qu'il est je n'ai pas beaucoup de temps pour ça. Et je pense que je ne suis pas allé à l'école pour devenir un flatteur. Encore auquel cas, je serais impoli et grossier. Parce qu'à mon avis, le flatteur est le plus impoli de tous. Celui qui vous flatte ne vous respecte pas. Il n'a aucun respect pour vous parce qu'il n'est lui-même pas sûr de ce qu'il vous raconte. Et je crois que un État ne se développe pas avec la quantité de flatteurs qu'il a, mais avec la quantité de travailleurs qu'il a, de gens qui sont assez sérieux. Je crois que le facteur du développement d'un pays. J'ai essayé un peu, moi, de regrouper certaines réflexions en disant quelque chose qui suit. J'ai répertorié aussi pratiquement 10 ou 15 questions au président de la République. Le jour où je rencontrerai le président dans une interview à tête, c'est des questions fondamentales que moi je poserai au président. Est-ce qu'il est fier d'être Congolais aujourd'hui? Est-ce qu'il est fier d'appartenir à cette nation? C'est des questions que moi je poserai au président. Êtes-vous fier d'être Congolais? S'il me dit oui, je lui poserai encore la question, d'où tirez-vous la fierté d'être Congolais? Dans la superficie du Congo? Dans les richesses du Congo? Ou dans les réalisations du Congo? Je poserai des questions au président pour dire cela, effectivement. Je lui poserai la question de savoir, est-ce qu'il est au courant de la menace que le Congo court? Est-ce qu'il est au courant d'une autre carte d'Afrique qui est en train d'être tracée? Est-ce que le président est au courant que le Rwanda veut prendre une partie de nos terres? Est-ce que le président est au courant que le Liban, la Chine et l'Orient veulent reprendre nos terres, c'est-à-dire notre économie? Est-ce qu'il a conscience à cela? Je poserai la question au président, est-ce qu'il sait que les étudiants congolais, la plupart d'entre eux ne savent pas lire, ne savent pas écrire? Est-ce qu'il est au courant du génocide intellectuel qui s'est organisé dans notre République? Je demanderai au président, est-ce qu'il est au courant de l'infiltration dans le plus haut sommet de la République, Otozana-Ngolelo? Je poserai des questions comme ça au président de la République. Et aussi, je poserai la question, par exemple, au président de nous dire, c'est quoi l'homme congolais? Quel est l'homme congolais que lui a trouvé? Ça, c'est la première question. Quel est l'homme congolais? Quel est l'état de l'homme congolais que lui a trouvé? Son état spirituel, son état moral et son état physique. Et si vous voulez, son état psychologique et scientifique. Dans quel état il a trouvé l'homme congolais? Et je pourrais poser la question après pour dire qu'ils nous disent quel est l'homme que lui veut créer au Congo? Et quels sont les plans qu'il met en place pour créer cet homme congolais? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que l'homme congolais fait partie du problème congolais. Quand on aura travaillé la mentalité de l'homme congolais, le problème du Congo va se résoudre aussi. Est-ce que lui, il comprend ça? C'est des questions que je poserai au président de la République de façon libre, mais qu'on me donne seulement l'occasion de poser des questions comme ça au président de la République. Les exigences d'un peuple, vous devez le savoir, font à ce qu'un État se construit.
Un peuple exigeant est un peuple qui porte la souveraineté et surtout qui l'assume. Le peuple doit être exigeant. Les opposants doivent être vigilants. Les opposants doivent être vigilants. La classe politique doit être clairvoyante. Et ceux qui gouvernent doivent être intègres. La vigilance, la clairvoyance, l'intégrité, l'exigence sont des concepts qui fondent une république dans la perspective de dominer ou de se placer au haut sommet dans l'humanité. Et le Congo, depuis tout le temps, a manqué ça effectivement. Nous avons un peuple applaudisseur, nous avons un peuple moins exigeant, nous avons un peuple finalement hébété, abruti par la musique, par la religion, par la politique et par les médias. Ce que moi j'appelle l'imbécilisation collective, qui entraîne un suicide collectif. Parce que finalement, ça annule, pas annule, ça annule tout ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a de bien, tout ce qu'il y a de sérieux. Et du coup, l'existence d'un État se perd. On n'est plus un État, on devient un étang. On devient un regroupement accidentel des hommes et des femmes dévergondés, perdus, ne sachant où aller, quoi. Pourtant, le pays, au moment où nous parlons, le pays a besoin d'un guide. Le pays a besoin d'un père. Le pays a besoin d'un homme. Je dirais comme Machiavel, le pays a besoin d'un prince. Machiavel, les gens ne l'ont pas beaucoup lu. Et ceux qui l'ont lu, l'ont très mal lu. Et on l'a très mal présenté. Comme quoi, c'est un fabricant de dictateurs. Non. Non, non, c'est faux. C'est faux. Si vous lisez les états composés de Machiavel, toujours dans Le Prince, les états composés, je crois à partir du chapitre 2, Machiavel explique en disant ceci. Lorsqu'un roi arrive, lorsqu'un prince arrive à conquérir des terres, le prince doit se poser des questions. Va-t-il tout changer ou il va juste changer quelques éléments et continuer avec le reste? Mais Machiavel conseille au prince en lui disant, quand tu arrives dans une entité et que tu trouves tout est organisé, je te conseille de changer, si pas la tête, de continuer avec ça et de travailler au niveau souterrain, pour impulser le développement ou pour impulser le changement qui vient de la base. On fabrique. C'est ça un homme un leader. Lorsqu'il parle de royaume, Machiavel demande au prince de développer la capacité d'un lion. Ça veut dire que celui qui dissuade, celui qui fait peur, celui qui fait trembler les autres. Parce qu'un président, ça doit faire peur. Oui, un président, ça doit faire peur. Mais il dit aussi en même temps, il doit développer la qualité d'un renard. Parce que pour Machiavel, le renard, c'est l'animal qui ne se fait pas détrôner. Le lion se fait détrôner par le plus jeune. Au milieu de sa crinière qui est beaucoup plus imposante, sa façon de crier, tout ça, son rugissement, ça fait peur. Mais ça ne dissuade pas les gens autour de lui. C'est pourquoi le lion, il est détrôné le plus facilement. Mais le renard, non. Parce que le renard adopte une logique de flatteur. En fait, la flatterie dont je parle ici, c'est la flatterie qui n'est pas dans la logique commune. Hein. C'est plutôt une capacité de se fondre dans le moule, de parler le même langage qu'eux. Aujourd'hui, les gens ne le voient pas. Mais si vous regardez vous-même, vous comprendrez qu'il y a une diversion que Fachi est en train de jouer. Une vraie diversion. Pilotée depuis très loin. Parce qu'aujourd'hui, vous ne le voyez peut-être pas, vous ne le sentez pas, mais les avertis sentent qu'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis sur le sol congolais. Quitte à nous maintenant de tirer profit, de tirer les dividendes. Parce que nous sommes comme cette belle épouse, l'Amérique veut de nous, la Chine veut de nous. Maintenant, nous devons conclure avec la personne avec qui nous allons vivre longtemps, disons les 50 prochaines années. Si vous voulez, peut-être les 203 siècles prochains. Nous sommes cette belle femme-là, mais notre naïveté sera notre mort. Parce que si nous quittons le plus bel homme qui nous propose mieux, en suivant celui qui nous ment, ça va être dangereux pour nous. Alors maintenant, vous voyez, alors cette diversion que Fachi est en train de jouer,
s'apparente un peu à une sorte de farce. Mais il n'y a que ceux qui comprennent peuvent vous comprendre, pas tout le monde. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre. C'est assez clair de voir que comment quelqu'un qui était radical hier, et bizarrement il n'est plus radical, il commence à devenir un peu mou, on se dit mais mou, oui, parce que parfois le regard est la seule expression rationnelle et l'observation est le plus grand, si je veux dire, le plus grand remède reste l'observation. Parfois dans les moments de tumulte, le silence est une arme fondamentale. Il y a des... Vous savez, le bruit remporte des batailles. Oui, mais pas la guerre. Le silence remporte la guerre. Le silence vous permet à remporter la guerre. Le fait de regarder sans dire, d'entendre sans réagir, vous trompez l'adversaire, il ne comprend pas ce qui vous êtes. Et quelqu'un disait, si vous voulez vivre longtemps, vivez caché, vivez discret. Tu ne dois pas dire à ton adversaire que je vais frapper. On ne dit pas à l'adversaire qui va frapper, il va s'arranger. Laissez l'adversaire être ivre, croire qu'il est plus fort que vous, croire que celui qui domine, c'est même qu'en ces moments-là que vous allez le contrôler. Et le choix du président d'être le plus maintenant taiseux, moi je crois que c'est une très bonne chose. Ne dites pas aux gens que vous allez frapper, sinon ils vont s'arranger. Ne le dites pas. Allez-y tout doucement. Il faut qu'ils ne voient aucune menace venir de vous. Au contraire, rassurez-le que vous êtes avec eux. Rassurez-le que vous allez accorder la liberté, vous allez... Tout ça. Mais c'est quand vous allez être le plus proche que possible, quand l'angle va vous être favorable et vous êtes sûr qu'en donnant un coup, ça va être le coup fatal, ça va être le coup péremptoire, n'hésitez pas, faites-le. Alors, les 10 questions fondamentales que moi j'aimerais poser au président de la République sont celles-ci. Parce qu'il faut dire, au-delà de ce que je dis, je veux, moi, en même temps, en posant des questions, j'invite au peuple congolais de faire autant. Nous devons, nous tous, analyser l'action du président Fachi. Sans fanatisme, analysons les actions, analysons les promesses et donnons-nous des réponses à cela. C'est ce qui forge la capacité d'un peuple. Le fanatisme, c'est une drogue. Les fanatiques sont des drogués. Ils ont cessé de voir la raison. Parce que c'est difficile pour eux de réfléchir. Ils acceptent les mentalités préconçues et on leur dit c'est comme ça, c'est comme ça. Nous, nous voulons qu'on puisse réfléchir calmement. Arrêtez, cher peuple, de vous focaliser sur des questions liées aux hommes. Vous avez parfois des bonnes questions, mais vous les posez très mal parce que vous voulez faire parler des hommes au lieu de parler des systèmes, au lieu de parler de mots qui rongent un système. Vous savez cette affaire, par exemple, de 15 millions. C'est parti en vrille. Vous savez pourquoi c'est parti comme ça en feu, dans la fumée? C'était notre faute. C'est notre faute, chers Congolais. Nous nous sommes focalisés sur les noms des gens. Oublions le problème. On parlait de 15 millions en attribuant ça à Vital Kamerhe, en attribuant ça à telle autre personne, et nous avons oublié le principe. Vous savez, quand le vol est fait, on ne regarde pas le voleur, non, on regarde l'acte qui a été posé. Parce que l'acte, peu importe la personne qui le pose, cet acte est mal. Et nous devons nous attaquer par rapport à l'acte, pas par rapport au voleur. Parce que vous pouvez attraper les voleurs, mais vous n'arrêterez pas les vols. Vous devriez réfléchir comment faire pour ne plus voler, comment faire pour ne plus être volé. Parce que les voleurs, on ne va pas tous les tuer. Non, on ne va pas tous les tuer et peut-être qu'on ne les arrêtera pas tous. Mais nous pouvons empêcher à ce que le vol se commette. Mais ça demande de la réflexion. Très souvent, le peuple n'en a pas besoin. Nous avons juste besoin de crier, on se soulage, et puis après c'est fini. Et Kabila avait fait cette analyse, Kabila avait compris les Congolais. Vous savez comment Kabila avait compris les Congolais? Voilà, vous savez pourquoi les marches ne faisaient rien au Congo? Parce que Kabila savait qu'après les marches, il n'y avait rien du tout. Les Congolais ont besoin de parler, ils parlent, et puis ils vont se reposer. C'est ça notre malheur. On parle, on va se reposer, alors que les problèmes pour lesquels on parlait n'ont pas toujours été résolus. Et puis nous, on va parler, on va dormir, on laisse tomber. On a le sentiment d'avoir travaillé parce qu'on a raconté des choses. Mais après, est-ce qu'on a eu le résultat? Non. Après, est-ce que les choses ont changé? Non. Et nous avons fait ça pendant très longtemps sans savoir qu'est-ce que les choses est venu à Ekende. Poursuivons. Je prends maintenant le point. Mon analyse se situe à quel niveau aujourd'hui? Il y a eu un problème. Premier point. Le président a parlé de 1,5 milliard de dollars. C'est ça, non? Jérémy, j'ai bien cité, non? 1,5 milliard.
C'est ça, ça se dit, non? Bon, on va dire 1,5 milliard, voilà. 1,5 milliard que le chef de l'État avait ramené au pays sont placés dans quelle banque? C'est des questions qu'on pose. Et là, il faut dire, le président l'a si bien dit, il faudrait ici une manière de coordination des banques. Parce que ce qui est vrai, c'est que le système de Kabila a la même mise sur le circuit bancaire congolais. Félix Tshisekedi n'a pas encore le contrôle effectif sur le circuit bancaire. Le jour où il aura le contrôle effectif sur le circuit bancaire, plusieurs iront en prison. C'est pourquoi nous demandons au président Fachi de comprendre qu'il y a nécessité de travailler avec de nouvelles personnes qui ont de nouvelles idées en matière économique et surtout en matière des banques. C'est très important de faire confiance à d'autres personnes. Ceux qui ont déjà travaillé dans le circuit bancaire, c'est difficile de les dissuader du contraire. C'est des gens qui ont construit leur fortune dans cette vie-là. Ils vont avoir du mal à vous aider à avancer. Bien qu'il y a des gens qui peuvent arrêter de faire le mal. Mais en tout cas, il est important d'avoir l'expertise de l'extérieur. Quand je dis l'expertise de l'extérieur, je ne parle pas des Blancs. Je parle de Congolais qui vivent à l'étranger, qui sont pertinents dans le contexte des circuits bancaires. Je suis convaincu qu'en France, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, en Asie même, il y a des Congolais qui ont excellé dans les circuits bancaires de certains des autres pays. Il faut juste appeler ces gens-là et leur dire comment faire pour remettre les choses en marche. Parce que le circuit bancaire congolais est verrouillé. Parce que c'était un circuit qui a été fabriqué, créé par le système de Kabila. Et nous le savons tous. Lorsque Kabila arrive au pays, il n'y avait peut-être pas beaucoup de banques. Je le dis sous réserve. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de banques. Je me rappelle encore quand j'étais petit, il y avait une petite banque. Bon, je ne sais pas si c'était vraiment une banque, Cadeco. Est-ce que Cadeco est une banque, Jérémy? Bon, une sorte comme ça. Ouais. Donc, on va dire que Cadeco, c'est une sorte de caisse d'épargne, on va dire. Quand j'étais jeune, j'entendais ça. J'avais des amis qui, dont leur père travaillait là-bas, mais c'était des gens assez bien. Et puis, à un moment donné, pouf, c'est quasiment morte. Mais alors, il faut trouver un moyen. Moi, je ne suis pas banquier, non plus économiste et bancaire. Je voudrais simplement demander au président de trouver un autre paradigme. De trouver un autre paradigme pour que ça marche. Sinon, on va connaître le même problème. Donc, quand on aura les financements de l'extérieur, il faut que le circuit bancaire soit respecté, il faut que le circuit bancaire soit contrôlé, soit audité pour que l'on sache. Je crois qu'à ce point-là, on aura besoin de beaucoup de Congolais. Deuxième question, j'aimerais, parce que c'est un compatriote qui a posé des questions comme ça. L'enquête concernant les 15 millions de dollars est à quel niveau? Cette enquête-là, cette tache noire restera noire dans la robe blanche du président de la République. Tant qu'il n'y aura pas d'enquête, parce que vous savez, il faut arriver à faire comprendre au président quelque chose de fondamental. Lorsqu'on est président de la République d'un pays comme le nôtre, ce n'est pas comme les autres pays, non. Le contexte congolais, c'est un contexte sui generis, c'est un contexte compliqué, c'est un contexte contrasté. Ce qu'on va faire ici, c'est que il faut demander au président de procéder par deux manières. La première manière, c'est la manière de la consommation populaire. Ce n'est vraiment pas orthodoxe, ce n'est vraiment pas catholique, mais c'est la bonne manière. Parfois, ça marche. Vous savez, par moments, on prend des décisions qui sont impopulaires dans le but de rassurer le peuple que vous n'êtes pas dans une logique que le peuple vous accuse, dont le peuple vous accuse. Je prends un exemple. Je suis président de la République. J'apprends que mon fils a été cité dans une affaire de viol. Mais je suis président de la République. Qu'est-ce que je fais? Je ne touffe pas l'affaire. Non, c'est très dangereux. Si je touffe l'affaire, je jette en pâture toute mon action. Je ne le ferai pas. Ce que je vais faire, si je tiens vraiment à ce que mon fils soit innocenté, je vais laisser mon fils aller répondre à la justice. J'engagerai des très bons avocats. Alors, des très bons avocats, je pourrai en même temps utiliser mon pouvoir en tant que président pour, je dis, ça, c'est pas catholique, mais ça rassure quand même. Je vous prends un petit cas. Supposons que cette affaire de 15 millions de dollars était rapidement amenée en justice, avec célérité. On amène ça en justice, on cite les noms. Vital Kamerhe, ministre de l'économie, blablabla. On cite les noms comme ça. Et ils sont tous appelés. C'est médiatisé. Parce que le but que vous recherchez, c'est que vous devez avoir l'adhésion du peuple. Le directeur du cabinet du président de la République traîné en justice. Une affaire qui part pendant un mois. Le président prend une décision impopulaire, suspendre ce directeur de cabinet et toutes les personnes qui sont citées dans cette affaire.
tous devant la justice. Ils font 1 mois. Et la justice les lave. Ça, on ne serait pas ici. On ne serait pas dans cette situation. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Rien n'a été fait. En réalité, quand on creuse, c'est bidon. Mais parce que la communauté va consommer une autre affaire. On va avoir des bons avocats qui vont aller plaider, qui vont aller raconter des choses, et on va finalement présenter l'argent qui n'était peut-être quelque part, mais on le présente tout simplement pour faire comprendre au peuple congolais que moi, le président, je suis contre cette affaire de 15 millions. Peut-être à ce niveau-là, il y a eu manque de tact. Parfois, il n'est pas question d'arrêter. Vous savez, la reine d'Angleterre, j'ai lu un documentaire qui m'a émerveillé. La reine d'Angleterre, son fils veut aller à l'armée. Le fils veut vraiment, son petit-fils, je ne sais pas où son fils, ils veulent aller à l'armée. Le prince aujourd'hui, d'ailleurs, il a épousé une actrice américaine comme ça. Il veut aller à l'armée. Mais qu'est-ce que la reine a fait? On a envoyé des caméras, c'est-à-dire à l'insu du gars, lui pensait qu'il était en train de faire de bonnes choses. Mais on le contrôlait. Toute son équipe était autour de lui, c'était de ses gardes du corps, mais qui s'est transformé comme des coéquipiers. Et dans sa tête, il croyait qu'il était vraiment en train d'aller travailler. Or, toute son équipe était des gardes du corps. On le gardait, on le protégeait, on le surveillait. C'est comme ça. Mobutu a fait la même chose. Je me rappelle que Mobutu a fait arrêter un de ses enfants, quelque chose comme ça. Il a démis derrière de ses fonctions. Une fois, il a envoyé un enfant à Makala, mais posez la question à ceux qui gardaient Makala. Ils vont vous dire, la maman du monsieur, du fils du président et le président lui-même, avait préparé quoi? Tout un pavillon pour lui. Il était en prison comme s'il était en liberté. Respecté, honoré. Mais dans la consommation populaire, on disait, souvenez-vous de l'adage, c'était dans la logique aussi de dire que s'il fait ça à son propre fils, qu'est-ce qui va nous arriver, nous? Parfois, il y a des choses que l'on fait juste pour protéger les autres. Et moi, j'aime la phrase une phrase du Coran qui dit, je crois que ça peut pas être une phrase du Coran, mais ça peut être une intelligence musulmane, hein, qui dit ceci: essayons d'être heureux, ne serait-ce que pour donner de l'exemple. C'est-à-dire, on peut avoir mal, mais on essaie de faire de ça pour donner de l'expérience. Vous avez vu l'affaire Lobo? Cette affaire Lobo va laver à tout temps le président de la République. Mais si le président avait la même rigueur dans cette affaire que la même affaire de Vital Kamerhe et les autres, on ne serait pas là. Christian Bossembe ne dit pas que Vital Kamerhe a pris 15 millions de dollars. Je ne le dis pas. Seulement, je dis, quand votre nom est cité dans une affaire, il y a des choses qu'on fait pour rattraper, gagner le coup. Et aujourd'hui, même ceux qui ont été cités, il n'y a pas une bonne façon d'être innocenté si ce n'est pas de la justice. Il n'y a que la justice qui peut dire, bon, on a vérifié, on a vu que rien, c'est bon, il peut rentrer chez lui. Et ça va comme ça. Donc, c'est ma manière à moi de comprendre les choses. Troisième affaire, parce qu'il y en a comme ça 14, non, il y en a comme ça 9. On va dire, troisième affaire, le 3 mois pour évaluer le gouverneur de province, c'est pour quand? Effectivement, le président de la République avait promis d'évaluer le gouverneur 3 mois chaque trimestre. Mais nous avons passé 9 mois déjà, on va dire 11 mois, 10 mois déjà, les gouverneurs ne sont toujours pas évalués. Ou sinon, leur évaluation n'est toujours pas rendue publique. Nous demandons donc au président de la République de veiller là-dessus, ce qu'il a promis de veiller. Ce n'est pas lui, président de la République, mais mettre un cadre de concertation pouvant évaluer les efforts, les travaux de chaque gouverneur. Et c'est très important de le faire. C'est très important de le faire parce que lorsque le ministre de l'Intérieur n'arrive pas à coordonner suffisamment la question de gouverneur, il faudrait trouver un autre cadre parallèle, mais qui sera finalement accepté par la loi. Sinon, ça va être compliqué. On avance encore, il y a... ça, c'était la quatrième question. Les nouvelles unités et les NP ne sont déjà payées. Oui, il faut dire ça de ce côté-là, oui. La question, elle est posée, mais c'est dire oui. Les enseignants, surtout ceux qui ont été de nouvelles unités, sont en train de percevoir leur argent. Et ceux qui n'avaient pas de financement sont en train d'être financés, mais pas tous. Beaucoup reste à faire, mais saluons l'initiative qui est faite.
Ça, c'est très important. Saluons l'initiative qui est faite. En 9 mois, on a pu payer convenablement les enseignants, certains. Donc, on se dit que dans les 5 années qui restent, tout le monde va être payé. Quand en 9 mois, on prend déjà des décisions de payer de doubler les salaires des militaires, alors je me dis que dans 5 ans, on peut encore faire mieux. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont faites bien. Il faut apprécier, encourager ces choses-là. Mais il faut maintenir la pression pour demander qu'on fasse encore mieux. Ça a toujours été une belle opportunité quand vous avez un président qui vous écoute. Quand vous avez un président qui est prêt à vous écouter, prêt à fléchir à ce que vous lui dites, j'ai comme l'impression que c'est un avantage grave. Un grand avantage. Le calendrier, d'abord, le projet que le président a promis dans son discours sont tous dans le budget 2020. Ici, c'est maintenant la pédagogie qui doit entrer en considération. Mes frères congolais, lorsque Obama, Donald Trump, Bush, tous les présidents du monde font des projections, toutes ces projections ne se retrouvent pas que dans leur budget. Donc je disais que toutes les projections que les présidents du monde font ne se retrouvent pas forcément dans les budgets. Pas forcément. Parce qu'il y a des projections qui dépassent les quinquennats même du président. Quand quelqu'un dit, nous allons faire le canal de Suez. Le canal de Suez, ça fait combien d'années? Donc si on doit mettre ça dans un budget, vous allez mettre dans quel budget? Donc parfois, c'est bien de vouloir être exigeant, mais soyons des exigeants rationnels. On est rationnel, on sait ce que l'on veut, on sait où l'on va, et puis ça marche un peu plus. On ne demande pas au-delà de ce que l'on peut demander. Vous n'allez pas interdire. C'est pourquoi les débats des promesses, moi ça me fait rire quand j'entends les gens dire « Oh, donne-lui la promesse, donne-lui la promesse. » Moi je ris, je dis « Mais est-ce que ces gens comprennent ?» Un président qui ne promet pas est un faux président. Ne confondons pas la politique et l'église. Ne confondons pas ça. Encore que l'église est une promesse aussi. L'église est une promesse. La politique c'est une promesse. La politique c'est une vision. C'est d'abord avoir une vision et puis l'accomplir maintenant. Donc il ne peut pas... On accomplit quoi? On accomplit parce qu'on n'a pas promis. Donc je pense à un moment donné, il faut plutôt dire, nous ne voulons pas beaucoup. Il faut dire qu'on ne veut pas beaucoup parce que tout excès nuit. Sauf les excès de l'action. Ça ne nuit pas. L'amour ne nuit pas. Vous pouvez beaucoup aimer votre pays jusqu'à la mort, ce n'est pas un problème. Les investisseurs sont à quel niveau? Ils vont commencer à venir à quel mois? Non, mais il n'y a pas un mois où c'est décrété, bon, les investisseurs venez. Non, il n'y a pas un mois comme ça. Il n'y a pas un mois où on va dire, février, allez les investisseurs. Non, les investisseurs viennent quand il y a de l'ordre chez vous. Mettez de l'ordre, les investisseurs viendront. Le problème ici, c'est que nous voulons mettre le bœuf derrière la charrue. Ça ne se passe pas comme ça. Nous devons d'abord régler des problèmes internes. Est-ce que la corruption a été réglée? Est-ce que les questions de corruption ont été réglées? Est-ce que la mentalité de nos agents de l'État, cette mentalité a changé? Est-ce que nous avons des lois qui favorisent la pénétration des investisseurs? Est-ce que nous avons un cadre économique propice? Est-ce que nous avons un cadre juridique convenable? Est-ce que nous avons des instruments qui protègent et sécurisent les investisseurs? Est-ce que nous avons un climat des affaires attrayant? Est-ce que nous avons des propositions alléchantes? Si vous n'en avez pas, vous n'allez pas avoir des investisseurs. Les investisseurs ne viendront pas parce que Félix Tshisekedi est l'enfant d'Étienne Tshisekedi. Non. Les investisseurs ne viendront pas parce que vous avez fait 18 ans avec Kabila et qu'il est parti. Ils viennent. Non. Les investisseurs ne viennent pas parce qu'il y a alternance. Non. Les investisseurs viennent parce qu'il y a rupture, parce qu'il y a changement de régime, changement de système. C'est là que les investisseurs viennent. Les investisseurs n'ont pas d'amis. Les investisseurs ont leurs intérêts. Si leurs intérêts sont garantis au Congo, ils viendront. Vous n'allez même pas les appeler. Ils viendront eux-mêmes. Ils viendront eux-mêmes. Donc je crois à un moment donné, l'argent que nous dépensons à payer les médias internationaux pour parler en bien de nous, nous passons notre temps inutilement. Améliorons les conditions de vie au Congo. Soyons sérieux. Ils viendront eux-mêmes. C'est eux qui vont se bousculer dans nos portes ici. Ils voudront entrer. Nous n'allons même pas aller les appeler. Travaillant de l'intérieur, ils vont tous venir eux-mêmes. 8. Le calendrier électoral pour les élections municipales et locales sera disponible quand? Bon, là, ça reste encore une question à savoir. Il faudrait faire les élections, c'est vrai, mais savoir une chose. Il y a des choses importantes. Je ne doute pas des élections parce qu'il faut éviter d'opposer les élections au développement. C'est une question qui doit être prise en charge et nous devons travailler pour que ça marche. Donc le travail que nous faisons doit être accentué sur les élections. À quand la réforme de la CENI et de la justice?
quand les opérateurs politiques vont comprendre la logique des priorités. Nos politiciens ne connaissent pas c'est quoi la priorité. Ils priorisent ce qui ne doit pas être priorisé et ils négligent ce qui doit être priorisé. C'est ça le problème. Le jour où ils vont comprendre que l'action politique, voici comment on va la mener, on ne sera pas dans ces conditions-là. L'alternance a été obtenue par la volonté de Kabila ou le sacrifice des Congolais. Je comprends les préoccupations de mes frères congolais. Je comprends que ça fasse très mal. Mais moi, je dis un truc pour terminer. Mes frères, l'alternance au Congo, ce n'est pas la volonté de Kabila. Non. Ni aujourd'hui, ni demain. L'alternance congolaise a été... Le prix de l'alternance est douloureux. Nous avons payé le prix fort. Et moi, je vais faire un documentaire que j'appellerai le prix de l'alternance. Je vais faire le tour du Congo pour voir comment ça se passait, comment les gens ont vécu cette année, ces moments-là. On en parlera. Heureusement, les documentaires sont encore, disons, les éléments sont encore là. J'irai à l'Équateur parler à Eric Boloko qui est parti, qui a pris une balle. On ira voir la famille de Rossi Chimanga. On ira voir la famille des Kapangala. On ira voir la famille de toutes ces personnes qui ont donné de leur vie pour l'alternance. Donc ce n'est pas la volonté de M. Kabila. Kabila était dans l'obligation de le faire. Mais là où on dit qu'il a joué un peu bien, c'est quand il a compris qu'il ne fallait pas continuer dans le pourrissement. Comme on dit, il n'est pas trop tard de faire le bien. Il s'est ressaisi quand il a compris qu'il n'avait plus de cartes à jouer. Il s'est ressaisi en se disant, bon, laissons tomber. Parce qu'au lieu de poursuivre dans la logique de tuerie et ainsi de suite, ça ne servira à rien. Revenons, arrêtons-nous. On va dire, oui, il nous a évité le pire. Non, pas le pire, je me corrige. Il nous a évité la catastrophe. Parce qu'on vivait déjà les pires. Parce que la perte d'un homme, c'est le pire déjà. Il nous a juste évité la catastrophe. Oui. Donc, mais il faut dire que ce n'est pas lui le père de l'alternance. Le père de l'alternance, c'est les martyrs. C'est le peuple. C'est lui le père de l'alternance. J'ai entendu une rumeur comme quoi on allait mettre l'image de M. Kabila et de M. Félix Tshisekedi s'embrassant dans un billet de francs congolais pour célébrer l'alternance. Je prie mon Dieu que cela n'arrive pas. Et je demande au président, avec tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, ne cédez pas à cela. Ne cédez pas à cela. Qu'on trouve d'autres images. Au lieu de mettre le visage de Félix Tshisekedi et de Kabila, mettons les images de Rossi Chimanga, mettons les images de Kapangala, mettons les images de martyrs, mettons les images de ceux qui sont tombés ce jour-là. Ne mettez pas les images de la gloire, parce que l'alternance n'a pas été prise dans la gloire. L'alternance a été prise dans les pleurs, dans les sangs. Mettons un symbole de sang et disons plus jamais ça. Mettons une image et disons plus jamais ça. Sinon, ça va être pas bien. Ce billet-là ne doit pas voir le jour. Si le billet doit voir le jour, changez pas vos visages, mettez les autres choses. Ça va aller. Et les gens reconnaîtront en vous que vous n'avez pas besoin de la gloire vaine. Kabila lui-même n'a pas mis son visage sur un billet. Pourquoi vouloir vous induire en erreur que vous puissiez mettre un billet, votre visage dans le billet? Non, ne suivez pas ces turiféraires, Monsieur le Président. Ne suivez pas ces flatteurs. Ils vont vous tromper. Ils vont vous induire en erreur, ces gens-là. Ils vont vous faire croire, non, Tocha ou Simba, ne faites pas ça. Ça ne sera pas une très bonne chose. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain, si Dieu nous aide. Notre anniversaire, c'est le 23 décembre. Et moi, mon anniversaire, c'est le 5 janvier. Ça sera un grand plaisir de recevoir vos messages et vos vidéos. Et ça sera un plaisir. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.